Vous écoutez Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. Aujourd'hui, notre invité a la particularité d'avoir été président de club de football avant d'être entraîneur. Plus jeune, il tapait le ballon à Heusies, à Verviers, à Aubel ou encore à Jalais. Il y a un an, quelques jours après son 40e anniversaire, il a marché et couru pendant 53 km, 14 heures et 28 minutes à travers l'île de la Réunion puisqu'il participait à la fameuse Diagonale des Fous. Cette saison, il dirige avec un certain succès l'équipe féminine du club de football de Sarre. Mais sa plus belle victoire s'est jouée le 13 octobre dernier sur un tout autre terrain, celui de la politique. Certains auraient souhaité un check du VAR, mais la photo finish est sans appel. Dès le 2 décembre 2024, notre invité sera le nouveau bourgmestre de la ville de Verviers. Bonjour Maxime Degé. Bonjour David Lise, merci pour cette introduction. Comment ça va en ce début de mois de novembre ? Ça va très bien puisqu'il y a quelques jours de congé qui se profilent ici début novembre, donc c'est très bien. Je le disais, on est très heureux de vous recevoir pour ce deuxième épisode de Panache, le podcast de la rédaction sportive de l'Avenir Verviers. J'en profite d'ailleurs pour remercier toutes celles et ceux qui ont écouté, partagé, diffusé le premier épisode, toujours disponible sur les plateformes. Un premier épisode avec le Verviétois Moussa Diallo qui nous a raconté son incroyable trajectoire, passant du football amateur au monde professionnel. Je rappelle la particularité de ce nouveau rendez-vous. On va parler de beaucoup de choses et pas uniquement de sport. Une partie de notre grand entretien sera à écouter dans ce podcast, celui que vous écoutez en ce moment. Et puis la deuxième partie de l'interview sera, elle, à lire en exclusivité dans les colonnes de l'Avenir Verviers, le journal et le site web via l'avenir.net/vvsport. Ça vous convient, Maxime Degé ? Tout va bien pour moi pour le moment. Parfait. Alors, difficile de ne pas revenir sur votre actualité. Je le disais en introduction, vous êtes le prochain mailleur de Verviers. Une ville où les défis sont nombreux, particulièrement complexes. Est-ce que vous aurez encore le temps d'entraîner l'équipe féminine du club de football de Sarre ? C'est une question qui s'est posée quand j'ai rempilé cette année, puisqu'on savait que c'était une possibilité, puisque je me présentais comme candidat bourgmestre. Donc ça a été évoqué avec les dirigeants de Sarre. On est un groupe de 3 entraîneurs pour 2 équipes. Donc jusqu'à la fin de la saison, on va s'arranger comme ça. Il y a aussi la vie privée aussi. Ma compagne qui était en congé de maternité vient de reprendre le boulot. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que ça va être compliqué. Maintenant, je suis loin de lâcher ce groupe qui me donne beaucoup de satisfaction depuis le début de la saison. Donc voilà, une question d'organisation. En tous les cas, je serai pas plus tard que ce dimanche sur le banc pour le match face à Manet. Donc pour le moment, je suis toujours coach sartois. On va parler lexique. Est-ce que vous dites football féminin, sachant que de nombreuses joueuses professionnelles notamment estiment que c'est maladroit, que cela supposerait que le vrai football serait celui des hommes. D'ailleurs, on ne précise pas que c'est du football masculin. Et donc, on ne devrait ne pas dire football féminin. Vous en pensez quoi ? Moi, c'est un peu le contraire dans le sens où quand on me parle de football et on me demande ce que je fais dans le football, si je dis que j'entraîne Sarre en P1, fatalement, il y a mélange des genres, puisqu'il y a une PA homme à Sarre, et on est très fiers d'avoir une PA féminine à Sarre. Donc moi, j'utilise en tous les cas le vocable, tout simplement pour nous différencier de l'équipe homme de notre club, parce que l'équipe féminine a ses propres caractéristiques, a ses propres envies, a sa propre façon de faire. Donc moi, c'est un vocable que j'utilise personnellement. Mais vous venez de dire P1 féminine et pas football féminin. Donc c'est une façon de contourner le problème, si problème il y a. C'est parce que moi je ne vois pas le problème et je le dis, c'est pas un manque de respect du tout par rapport à ça. C'est juste qu'on a, en plus à Sarre, la caractéristique d'avoir 2 PA. Donc effectivement, il y a une PA masculine et une PA féminine à Sarre. C'est comme ça depuis un certain nombre d'années. Je vous rassure, tout le monde le vit bien chez nous. Il y a plus de 57 000 habitants à Verviers, 4 clubs de football, mais aucun n'aligne une équipe féminine. Vous êtes vous-même coach en dehors de la commune. Ça vous inspire quoi, cette situation à Verviers ? C'est vrai que c'est un constat particulier, puisque au-delà de Sarre, il y a plein de clubs autour de Verviers. Il y a El Saut qui se comporte aussi très bien dans la P1. Donc c'est vrai que c'est un constat un peu... Voilà, mais je pense que pour créer une équipe féminine, il faut plusieurs conditions. Il faut d'abord
un certain nombre de filles qui veulent croire au projet. On a vu aussi des projets malheureusement s'écrouler pas très loin d'ici, à Dijon par exemple, où il y a eu une équipe féminine pendant un certain nombre d'années. Cette année, on a vu Minervois, qui était quand même une équipe fort appliquée dans le football féminin, disparaître. Les Aubelloises aussi ont quitté la scène du football féminin. Donc voilà, je pense que c'est encore des sables un peu mouvants, et que créer une équipe pour créer une équipe, je pense que ça n'a pas de sens. Il faut vraiment être dans un projet de club, et c'est le cas à Sarre. Alors j'espère qu'un jour ce sera le cas sur le territoire verviétois, mais ça ne peut pas se décréter. Il faut vraiment que ça se construise de l'intérieur. Sarre, ça fait une petite dizaine d'années maintenant qu'ils ont des équipes féminines, donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Donc moi j'ai pas de jugement par rapport à nos clubs qui n'ont pas de section féminine. Tout ce que j'espère, c'est que un jour, ils s'en créent une. Je ferai moins de trajets si je dois les entraîner, comme ça aussi, c'est déjà pas mal. Je l'ai dit dans ma précédente question, il y a aujourd'hui 4 clubs de football verviétois et non plus 5, parce que Eusie a disparu fin de saison dernière. On parle de votre premier club, si je ne dis pas de bêtises, celui de votre début. Ça vous a touché, et comment est-ce qu'on peut expliquer la disparition d'un club comme celui-là ? Sur le fond de l'histoire, je vais pas me prononcer, puisque j'avais quand même pris un peu de recul par rapport au club. J'ai été toujours membre, j'ai toujours été transféré, même en tant que coach. Je n'étais pas membre de ça. Je voulais rester membre du FC Eusie, qui est mon premier club. Donc voilà, sur le fond de l'histoire, je connais pas tout. Maintenant, c'est un peu dans la tendance générale. Moins de bénévoles, des frais qui n'arrêtent pas d'augmenter, de la pression aussi, même parfois de certaines administrations, des contrôles TVA, des choses ainsi dans les clubs. Donc ça devient compliqué de survivre pour les petits clubs, comme on dit. On voit par ailleurs d'autres exemples où ça fonctionne pas mal, par exemple comme la SRU Verviers qui a l'air d'avoir pas mal repris. La fusion Lambert-Montrechin se passe pas mal, mais voilà, c'est compliqué. On est seul quand on est dirigeant de club de football. Il y a de moins en moins, il y a une crise des bénévoles, ça c'est certain, parce que des associations au-delà du foot, il y en a beaucoup qui disparaissent, et moi je le regrette, parce que je pense que l'associatif apporte beaucoup à notre société. Avant tout, le football, à Eusie, c'était de l'éducation. C'était des jeunes, au lieu d'être dans la rue, au lieu d'être devant une télé, il était sur un terrain de football, et c'était un club, moi, que j'ai connu. Comme je l'ai dit, j'avais 5 ans la première fois que je me suis inscrit. J'ai connu toute cette éducation qu'il donnait. Alors c'est vrai que c'était pas le club avec la formation footballistique la plus incroyable du royaume, mais c'était un club où on était là tous les mercredis, on était là tous les vendredis, tous les week-ends. Il y avait un encadrement et on était éduqués, parce que l'éducation, pour moi, ça passe par ce genre de choses, et ça avec beaucoup de regrets. Pour l'anecdote, moi je me souviens très bien, on a des flashs comme ça de son enfance. Moi je me souviens très bien de m'inscrire au club de Eusie avec Madame Breda, pour ceux qui s'en souviennent, qui tenait la buvette, qui était là, et fatalement l'inéditable monsieur René Daz, qui a signé ma première affiliation de joueur rue Jean Gaume. Voilà, c'est des souvenirs qui remontent, et personne ne croyait en la disparition, et puis est arrivé ce qui est arrivé. Et je pense que si le docteur de France, qui était quand même quelqu'un qui aimait son club, a pris cette décision-là, c'est qu'il l'a fait avec le bon sens qu'on lui connaît, et la possibilité de continuer, tout simplement. Vous pensez que le site va devenir quoi ? Je sais que ce n'est pas du ressort de la commune, c'est un terrain privé, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, vous aimeriez voir encore du sport là-bas ? C'est un terrain privé, il est sur Teux. C'est un peu la caractéristique. Le chemin est sur Verviers, donc c'était nous qui devions entretenir le chemin. C'était eux qui avaient l'infrastructure sportive. Je pense que y revoir du football, ça me semble très compliqué, puisque si on veut développer du football là-bas, il va falloir racheter les infrastructures aux curateurs. Et puis, pourquoi est-ce que les problèmes qu'Eusie a eu, un nouveau gestionnaire ne les aurait pas aussi finalement, avec les difficultés qu'on connaît. Ce qui est rassurant, c'est que nous ne sommes pas aux zones à bâtir, donc on ne va pas trouver là-bas des maisons à la place de terrains de sport. Le plan de secteur ne le permet pas. Les rumeurs qu'on entend, vous avez sans doute entendu aussi, c'est le fameux paddle. J'ai jamais joué au paddle, j'ai essayé de regarder quelques fois à la télé. J'ai été une fois voir un tournoi à Lambermont. Je comprends pas trop l'engouement personnellement, mais c'est peut-être parce que les sports de raquettes, c'est pas mon truc, même si j'ai joué au tennis au cheval blanc pendant des années. Mais voilà, c'est les rumeurs qu'on entend. Maintenant, une autre rumeur, c'est que le prix d'achat du terrain est assez élevé chez le curateur. Donc on verra, suivant
les prochains épisodes. Vous l'avez dit, vous n'avez plus de club, ce qui est particulier. Et là, on imagine qu'avec les missions qui vous attendent, l'idée n'est pas de signer une dernière fois pour vivre une ultime saison. En tant que joueur. Non, joueur, c'est vraiment derrière moi pour des raisons d'agenda et pour des raisons physiques aussi. Vous étiez quel genre de joueur Alors j'étais gaucher, donc on aimait bien évidemment les gauchers. Alors comme beaucoup de bons joueurs, entre guillemets, ou de joueurs en tous les cas qui avaient des qualités à certaines époques, on jouait en attaque à Eusie. J'ai marqué beaucoup de goals avec Eusie. Et comme souvent à l'époque, quand un joueur était un peu performant en équipe de jeunes, il allait au fameux grand CS Verviers, puisqu'à l'époque c'était le grand CS Verviers. Et donc j'ai été transféré en minime au CS Verviers. J'y ai passé des très belles années. Ça a été, autant le dire de suite, ça a été quasi l'apogée de ma carrière, puisque en minime notamment, avec une équipe composée de noms assez connus dans le football régional. Je pense à Kevin Ratz, Quentin Sloupik, et il y en avait d'autres sur le terrain. On finit deuxième du fameux championnat provinciaux qu'on appelait à l'époque, qui était vraiment le championnat avec le Standard de Liège, le FC Liège, le Serein qui était là. Donc c'était un championnat assez relevé pour les jeunes. On fait une demi-finale de Coupe de Belgique où je rate un penalty. C'est le premier traumatisme footballistique à 12 ans, d'avoir raté ce penalty en demi-finale. Mais je n'étais pas le seul à avoir raté mon penalty, heureusement. On jouait à Bielmont, ça devait être quelque chose. À 12 ans, de jouer sur le grand terrain de Bielmont. À mon avis, si on retrouve des images, ça doit être très lent pour faire remonter le ballon jusque de l'autre côté. Mais ça a été mon souvenir, et c'était aussi le souvenir de l'époque où on jouait le dimanche matin, puis le dimanche après-midi, on montait tous au Panorama, voir les exploits de la D3. Et puis il y a eu la suite dont vous avez brièvement parlé, avec un départ à Aubel où j'ai passé de très belles années, puis puis un retour à Eusie. Voilà. Verviers, c'est l'autre club auquel on vous associe, puisque en 2014, vous devenez président du RCSV, le vrai RCSV, le matricule 8, qui sera radié un an plus tard. 10 ans après, avec le recul, vous portez quel regard sur cette triste fin et d'une manière générale, est-ce qu'on donne trop d'argent dans le football ? Ma première réponse, c'est qu'avec le recul, j'étais peut-être un peu trop jeune à l'époque pour endosser cette responsabilité, notamment en termes de parcours professionnel, en termes de... 31 ans environ, c'est ça ? De relais, oui, c'est ça. C'était 2014, donc il y a une dizaine d'années d'ici. Donc ça, c'est un premier constat. Avec le recul, c'était peut-être compliqué à cette époque-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Rappelons-nous, donc c'est la SBL précédente qui dépose le bilan. Et quelques personnes, notamment autour de Quentin Sloupik au niveau sportif et de Philippe Colette au niveau administratif et direction de club, disent on va essayer quand même de faire quelque chose pour sauver le matricule 8, puisqu'à l'époque c'est un curateur qui s'occupe de la faillite de l'ancienne ASBL, je tiens quand même à le repréciser, et donc on loue en fait le matricule 8 au curateur, avec deux missions. La première, c'est de faire une saison footballistique. Donc, il faut d'abord construire une équipe. Et la deuxième mission, c'est essayer de réduire les dettes en fait, qui existent toujours, notamment ce qu'on appelle les dettes fédérales, donc tout ce qui sont les salaires aux joueurs, les dettes, les cartes jaunes, etc. Enfin, voilà, toutes les dettes fédérales. Donc, on s'attelle à ces deux missions. D'abord, en construisant un noyau jeune, puisque à l'époque, il y avait plus de contrats. On a supprimé tous les contrats et on a uniquement fonctionné à des primes de match, mais qui s'avéraient plus à des frais de déplacement, puisqu'on avait une 50aine d'euros par point, et je crois qu'on finit la saison avec 21 points, donc on fait vite le calcul de ce que les joueurs avaient. Donc ça, c'était uniquement pour couvrir certains de leurs frais. Donc une équipe très jeune, mais qui sportivement a eu beaucoup de mal à démarrer. Puis il y a un événement mi-octobre pour mon anniversaire, merci à lui. C'est l'arrivée Vous anticipez ma prochaine question. On peut en parler après, on en parlera après. Mais il y a un homme providentiel qui arrive et qui va changer footballistiquement toute notre saison. Et puis on arrive à cette fin de saison où on joue un dernier match à domicile contre Visé. Sportivement, mission accomplie. On n'a pas été ridicule. On descend en promotion, mais il n'y a pas mort d'homme. Et d'ailleurs, on préparait déjà une belle équipe pour jouer en promotion avec les mêmes conditions, des jeunes peu payés ou voire pas du tout. Et on se réjouissait vraiment de la jouer. Et puis il y avait le deuxième volet qui était le volet des dettes. Et on a trouvé un certain nombre d'accords avec un certain nombre de joueurs de l'ancienne ASBL qu'on a exécuté. Donc il y a énormément de dettes qui ont été
réduite, mais ça n'avait pas été suffisant. Je ne vais pas revenir sur tous les détails puisque il faudrait plusieurs épisodes on n'était pas, je pense. En fait, je me souviens très bien que d'ailleurs un journaliste de chez vous m'avait appelé et m'avait dit vous ne serez pas radié puisque vous n'êtes pas à l'ordre du jour de l'Assemblée générale de l'Union belge. Donc, une fois par an, il y a une Assemblée générale de l'Union belge. Il y a ce fameux mail qui n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, sur l'ordre du jour qu'on a reçu, on n'était pas dedans. Et puis, effectivement, il y a eu un addendum à l'ordre du jour où on était dedans. Juridiquement, ça aurait pu être contesté, aller très loin. J'ai pas voulu le faire non plus. Enfin, voilà, à un moment donné, quand la fin de l'histoire est là, la fin de l'histoire est là aussi. Mais voilà, nous, on n'a rien à se reprocher à ce niveau-là, en tous les cas. Les dettes ont été créées par le passé. On a essayé de résoudre le problème. On a offert une dernière saison au matricule 8 avec des jeunes du club, dont certains ont continué à évoluer en national après. Moi, j'étais heureux de ça et je me suis jamais senti. J'ai passé quelques années en jeune au CS Verviers. Moi, je me suis toujours senti eusitois, footballistiquement parlant. Moi, j'y allais. Alors que vous êtes Orzivallois et vous auriez pu jouer à la Ruve ou à... Oui, ça, il faudra demander à mon père pourquoi ce qui m'a conduit effectivement un peu plus haut, puisqu'on passe devant, là où j'habitais, on passait devant la Ruve pour aller au FC Eusie. Voilà, c'était un choix à l'époque. Est-ce qu'ils connaissaient des personnes là-bas? Je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Je ne regrette pas du tout ce choix du FC Eusie, même si ça s'est mal terminé pour eux. Je l'ai dit en introduction, peut-être que c'était pas le moment pour moi de reprendre un si grand challenge, mais moi je m'attendais à une ferveur populaire, politique, économique, en se disant on va tenter cette dernière chance. Et en fait, c'est très peu venu. On jouait devant, alors qu'on jouait avec des Verviétois, on jouait devant très peu de personnes. Le monde économique, peut-être échaudé évidemment par le passé, a très peu suivi. Malgré ce qu'on demandait, qui étaient des sommes beaucoup moins importantes pour aider le club que par le passé. Et au niveau politique, il y avait des intérêts. Encore une fois, ce n'est pas une critique pour les joueurs à ce moment-là, c'est peut-être aussi le passé du club qui fait ça. Mais il y a eu très peu ou pas de soutien à tous ces niveaux-là. Donc c'est aussi le constat fin de saison de se dire on se sent un petit peu seul. Les 4-5 personnes qui étaient dans le comité à ce moment-là, on se sent un petit peu seul. On va pas vendre notre maison pour sauver ce qu'il y a à sauver. À un moment donné, il faut tirer la ligne. On a tiré la ligne, même si on a continué puisqu'on a recréé un autre club. On y reviendra si vous voulez bien. Mais parlons quand même de cette éclaircie, très belle éclaircie dans la grisaille à l'époque, avec Johan Bolli, neveu de la légende Basile Bolli, qui signe à Verviers. Après, il rejoindra Saint-Tron en D1 et aujourd'hui, il gagne très bien sa vie au Qatar. Il en est à son 4e club. Il a même porté le maillot de l'équipe nationale ivoirienne. Son transfert à Verviers, c'est une belle histoire, mais elle est vraiment incroyable et surtout improbable. J'en ai toujours les yeux qui pétillent quand on me parle de cette histoire-là. Et je me souviens pour l'anecdote que la première conférence de presse quand on reprend le club, je suis en conférence de presse et je dis écoutez, moi c'est pas le sommet du football belge qui m'intéresse, c'est si un jour on arrive à sortir une pépite. Alors c'est pas une pépite de notre sorte de formation puisqu'il est arrivé, on va raconter l'histoire, et une pépite qui pourrait jouer un jour en équipe nationale, voire un mondial. Et je me souviens qu'un journaliste de chez vous s'était un peu moqué de mes ambitions, et puis au final malheureusement sa nation a été éliminée, mais il a joué les qualifications, un match je crois ou 2 de la qualification de son équipe nationale pour la Coupe du Monde. Donc pari à moitié réussi. Il n'a pas été jouer la Coupe du Monde, mais il en a été proche. Donc pour l'histoire de Johan Bolli, donc c'est son agent qui nous appelle un jour, monsieur De Pierreux, quelqu'un de vraiment chouette sur ce coup-là. En fait, il vient d'être licencié de Louvain. J'ai pas le fond de l'histoire, je m'en intéresse pas trop. Je me demande est-ce que c'est des questions de comportement. On me dit non, c'est un gars vraiment bien. C'est vraiment une histoire, voilà. C'est après son passage à Roulers, alors, c'est ça? Ou alors c'est Roulers qu'il est, c'est pas moi j'ai souvenir de Roulers, mais voilà, en tout cas il est licencié, et c'est pour ça qu'on peut l'affilier en fait en cours de saison puisqu'on est hors période de transfert. Je dis au manager mais tu sais où tu mets les pieds? Je vais dire regarde le classement. Je crois qu'on avait 2 points à ce moment-là. On avait été faire un point miraculeux de 2 à 7 je crois de Steinsteinen. Je dis voilà le classement. Et voilà les conditions financières. Le classement, il me dit, ça, le classement, je l'ai vu. Bon, les conditions financières, je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à beaucoup plus, parce qu'il était au même régime que tous les autres. Et donc, il me dit, non, moi, je sens qu'il y a un truc avec vous, je sens qu'il
qu'il a besoin d'être mis en confiance, d'être mis en valeur. Chez vous, je sais qu'il sera titulaire indiscutable. Il me dit non, je fais le pari, on le met chez vous. Et donc effectivement, c'est plus ou moins à l'époque de mon anniversaire. Et il joue son premier match, et dès son premier match, il bute. Très clairement, j'ai été impressionné par ses qualités physiques, athlétiques, techniques. Il a marqué sur coup franc, il a marqué de la tête, il a marqué du pied gauche, du pied droit. Il finit, je crois, premier ou deuxième meilleur buteur de la série en ayant commencé la série au mois d'octobre. Moi, j'ai noté 23 buts en 21 matchs. Ouais, c'est déjà non, très bien. c'est ça, 21 matchs, 23 buts. Et je pense que c'est le premier ou deuxième meilleur buteur. Et il n'est pas soulier d'or de l'avenir parce qu'il n'a pas joué assez de matchs. Effectivement, règle à respecter les 2 tiers des matchs de son équipe. Il aurait dû signer plus tôt. Voilà, donc ça je m'en souviens. C'est vrai qu'on aurait pu faire une exception peut-être. Ouais, non, il a été extraordinaire et donc il louait, je ne sais pas trop comment, un appartement rue du Palais. Il avait un abonnement à Basic Fit, il s'entretenait tout seul, il avait ses 3-4 entraînements semaine et il avait comme tous les autres 50 € du point. Et puis arrive le mercato hivernal et on se dit il va peut-être avoir des offres, etc. Et puis là, encore une fois, chapeau à son manager et je pense qu'il fait le bon choix. Son manager dit non, il va rester chez vous. Il y avait juste un arrangement qu'on a pris en charge son appartement, donc c'était le club qui prenait en charge son appartement, ce qui était franchement rien comparé à ce qu'il aurait pu espérer en partant au mercato d'hiver, mais il est resté jusqu'au bout. Et je me souviens très bien que le dernier match contre ce fameux Visé, on aurait gagné, on était au tour final. Malheureusement, il ne fait pas un gros match ce match-là, mais l'équipe de manière générale n'a pas fait un gros match. Il y a Yannick Ferreira dans les tribunes, entraîneur de Saint-Tron à l'époque. Et on l'accueille, nous évidemment, c'était chouette de le voir d'abord chez nous. Donc on l'accueille avec tous les honneurs et tous les égards. Il y avait d'autres scouts qui étaient venus pendant la saison, mais c'était la première fois qu'il y avait le coach principal d'une équipe professionnelle. Et je me souviens à la fin du match, il déclare devant la presse il m'intéresse pas du tout, il n'a pas le niveau. Là on se dit dommage. Et puis 2 semaines après il le signe. Il l'avait joué à l'Intox. Ouais, c'est certain. C'est pas se faire voler. Avec le recul, il l'avait joué à l'Intox. Finement donc. Ouais, bien joué. Et puis 2-3 semaines plus tard, Johan Musson il me dit écoute, voilà, je vais aller à Saint-Tron. Et après on connaît la carrière qu'il a eue. Je trouve juste dommage qu'entre le Qatar et Saint-Tron il n'y ait pas eu une étape. Ouais, il avait des touches avec Bordeaux, si je me souviens bien. D'avoir une étape de je pense pas qu'il aurait été dans un top club européen, je crois pas, mais effectivement un club peut-être même qui jouait certaines coupes d'Europe, etc. Il y aurait peut-être eu moyen à le voir évoluer là-bas, aurait été, mais voilà, il a choisi d'autres choses. Mais en tous les cas, c'était une super aventure humaine. J'ai perdu le contact depuis qu'il est au Qatar, mais à Saint-Tron, j'avais encore généralement des messages quand il a marqué son premier but en D1. On s'est envoyé des SMS, donc vraiment un chouette gars. Alors Roger Boli est venu le voir jouer. Malheureusement, Basile Boli n'est jamais venu le voir jouer. Sinon, on aurait pu parler de ce but contre Milan, qui restera évidemment gravé dans toutes les mémoires de footballeurs. Mais voilà, un chouette gars et je le remercie vraiment du fond du cœur. Une belle histoire, un beau souvenir de président de club de football. Et puisqu'on parle de ça, président de club de football et homme politique, ce n'est pas si rare que ça au MR. Est-ce que vous donnez des conseils à Georges-Louis Boucher, qui lui est président des Francs-Borats et qui aurait bien besoin d'un Johan Boli? Du conseil à mon président, ce serait un crime de lèse-majesté. Je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message à l'époque. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais quand il a présenté son conseil d'administration, il avait dans son conseil d'administration quelqu'un qu'on a connu dans le football régional ici et qui n'a pas laissé de bons souvenirs. Qui ça? On peut citer de nom, on devinera. Ouais, je ne veux pas citer de nom. Et je lui avais dit, écoute, je ne dis pas plus. Et effectivement, peu de temps après, ce monsieur n'a plus fait partie de l'organigramme des Francs-Borins. Voilà. Je trouve que Georges Louis a l'impact que je pourrais plus avoir peut-être maintenant, où fatalement il arrive à fédérer derrière lui un monde économique, un monde politique. Moi j'étais au stade de ma carrière peut-être trop précoce, trop jeune. Ça ne vous a pas empêché, pour enchaîner, donc de relancer après ce matricule 8 un nouveau club en P4 pour garder du football à Verviers. Une belle histoire, doublé, coupe championnat, des montées.
Et puis, on évoquera ces beaux souvenirs, mais et puis malgré tout, des rapprochements inévitables, une fusion avec l'Étoile verviétoise, puis avec Fléron, puis avec le Stade d'Isonay. Cette saison, le Stade verviétois joue en D2 ACFF, mais ne passionne toujours pas les foules. Hein. Je fais allusion à ce que vous disiez tout à l'heure. On a l'impression que le football à Verviers, ce ne sera jamais simple. Pourquoi ? Et je vous laisse quand même revenir sur cette belle épopée. Mais donc, il y a un élément, d'abord, c'est que des jeunes ne peuvent pas fonctionner plus de 2 ans sans équipe première. Et donc, au-delà de la faillite, de la disparition du matricule 8, il y avait encore un vivier quand même de jeunes très intéressants au CS Verviers, toujours maintenant d'ailleurs, c'est la force du club, je pense. Et donc, on s'est dit, on va pas lâcher le truc comme ça, il faut une équipe première de toute manière. Et donc, encore une fois, avec Quentin Sloupik, on a décidé de refaire une équipe première. Alors, on est reparti sur des bonnes bases quand même, puisqu'il y avait quand même la suite du CS Verviers. Donc, effectivement, on a fait une très belle saison en P4, où on est champion haut la main. Je crois qu'on a une défaite sur la saison. Et alors, cerise sur le gâteau, on gagne effectivement la Coupe de province. Donc, c'est les Coupes de province P3, P4. Donc, on joue en finale contre l'Étoile verviétoise, qui est en P3 à l'époque, et on gagne. C'est 1-0 à la 88e minute, on égalise via superbe coup franc. On va aux prolongations et on fait 2-1 dans les prolongations, et donc on gagne ce titre. Ça reste, c'est plus régional évidemment, c'est plus local que la saison en national, mais ça reste des excellents souvenirs. Et puis on monte via le tour final en P3, puis là Quentin Sloupik lui a une opportunité d'aller en P1. Et là, les choses, effectivement, se gâtent parce qu'encore une fois, l'investissement des dirigeants au sol, etc., ça devient compliqué. Et effectivement, il y a une opportunité, via M. Bocardo, de rester en P2, puisque sportivement, on descendait. On a fait P4, P3, P2, et on était dans les descendants de la P2. Et donc, on a... Après la fusion avec l'Étoile verviétoise. Hein, oui, après, il y a déjà... l'AS Verviers. Ouais, ça, je pense que c'était plus naturel dans le sens où on utilisait le même complexe, etc. Donc ça devenait compliqué. Ouais, je pense que là, c'était... Et puis, il y a cet épisode avec Fléron. Moi, je suis au bout d'un cycle. Ça fait 5 ans que je suis président, je crois, à ce moment-là, ou quelque chose comme ça. On arrive au bout d'un cycle. Il faut du sang neuf. Alors, je sais que M. Bocardo, dans le football régional, est parfois décrié à certains endroits. La collaboration que j'ai eue avec lui pendant... je suis resté 1 ou 2 heures dans le conseil d'administration, puis je me suis retiré. Moi, je n'ai rien à dire par rapport à la collaboration. On a eu une équipe qui évoluait en P2 et qui permettait à certains jeunes, comme je dis, l'important c'était les jeunes, le vivier des jeunes, de revenir avec l'équipe première. Donc voilà. Et puis, ça, j'y ai moins contribué. C'est la fusion avec le Stade d'Isonay, mais... Allez, pour tous les observateurs du football régional, c'est même un peu tard, cette fusion. Je veux dire, il y avait des moyens très importants à Dijon et des infrastructures très importantes à Verviers, à moins d'1 kilomètre à vol d'oiseau. Donc, à un moment donné, par les temps qui courent, je pense que c'était naturel. Maintenant, effectivement, ça ne trouve pas son public. Il y a peut-être une multitude de raisons. Parmi les raisons, est-ce qu'il y aurait un syndrome Stade Roi-Baudouin à Bielmont? Parce que finalement, une piste d'athlétisme autour d'un terrain de foot, c'est jamais l'idéal quand on aime, le football, quand on a envie de vivre les matchs au plus près. Oui, si, ça fait partie... c'est évidemment pas la seule raison. Non, quand on compare avec le panneau, c'est vrai que le panneau, il y avait une véritable chaleur, il y avait une véritable... qu'on ne retrouve moins au stade de Bielmont, et on a peut-être fait les choses à l'envers, parce qu'il y a une superbe tribune, mais finalement, avec pas grand monde dedans. Donc voilà, je pense que il faut quand même remercier et tirer le chapeau à ceux qui y croient encore, et qui donnent du temps pour avoir quand même une équipe qui évolue à un niveau acceptable, je trouve, pour une ville de 55 000 habitants. Parce que c'est ça le défi, je pense que Verviers, football professionnel, ça n'arrivera jamais, sauf si demain il y a un Qatari qui vient, qui construit un stade et qui met des millions, mais voilà, ça c'est plutôt une option que je n'envisage pas. Donc le football professionnel, c'est terminé, on n'a pas les infrastructures, on n'a pas les moyens financiers. Par contre, je crois que c'est important qu'il y ait un sommet de pyramide, en fait,
dans le football régional et même au-delà de Verviers. Alors on voit des très belles aventures à Elsaude, au Bel, etc. Mais ces aventures, elles se font aussi parce que justement à Verviers, ça a peut-être un peu manqué. Et donc d'avoir un jeune qui puisse évoluer dans sa région, dans toutes les catégories. Et puis s'il arrive en national et puis qu'il a les moyens d'aller plus haut, de le laisser aller plus haut. Donc je pense que c'est d'offrir des perspectives aux jeunes avec une équipe appliquée en DA national. On appelait ça la DA amateur. Je pense que là, à terme, ça doit essayer d'être un objectif, d'être dans cette série-là. Sportivement parlant. Donc j'ai parlé de la piste d'athlétisme, à qui on ne reproche rien d'ailleurs, mais c'est simplement quand on aime le football, c'est vrai que les configurations comme celle-là, on se comprend. Mais donc ça me fait une transition idéale pour parler course à pied, puisque l'an dernier, vous avez participé à la Diagonale des Fous sur l'île de la Réunion. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course de trail extrême de 165 km avec un incroyable dénivelé dont je n'ai pas retenu 10 000 D+. Voilà. J'imagine que c'est un magnifique souvenir, malgré tout. Ouais, malgré tout, il n'y a pas de malgré tout. Donc pour raconter un peu le début de l'histoire, donc j'avais été en vacances sur l'île de la Réunion il y a une dizaine d'années d'ici maintenant, un petit peu plus même. Ça avait été des vacances un peu particulières, puisque c'était des vacances qui étaient programmées avec ma compagne de l'époque et on s'est séparés juste avant d'aller en vacances. Donc la question était, est-ce que j'y vais quand même ou pas? Et j'ai décidé d'y aller quand même. Donc j'ai fait des vacances seul sur l'île de la Réunion et j'ai passé beaucoup de bon temps avec des randonnées, etc. J'ai découvert déjà des parties du parcours. Et à chaque fois que je rencontrais des gens, parce que quand on part en vacances tout seul, on rencontre plus de gens, ça fait partie du côté positif. On me disait, vous êtes là pour la Diagonale des Fous, parce que la Diagonale des Fous, je ne le savais pas, avait lieu une semaine après mon arrivée là. Et je dis, je ne sais pas de quoi vous me parlez. Et tous les gens, il y a 10-12 ans d'ici, c'était moins médiatisé, il faut être honnête quand même. Je pense qu'il y a 10-12 ans d'ici, la Diagonale des Fous, à part les fous, je pense qu'il y avait peu de gens qui savaient ce que c'était. Et je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et je pousse un jour la porte de l'Office du tourisme et je me dis, je vais prendre des brochures sur la Diagonale des Fous, voir ce que c'est. Je découvre cette épreuve mythique. Et je me dis, un jour, j'y retournerai, pourquoi pas faire cette expérience. Et arrive à l'aube de mes 40 ans, je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais bien pour mes 40 ans C'était l'occasion de clôturer un chapitre de vie, entre guillemets, en faisant quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, je commence à m'entraîner avec, je le dis tout de suite, moi, j'avais pas d'ambition démesurée, je m'entraîne avec mes moyens, avec mon timing, je suis déjà à l'époque. Et puis, la première difficulté de la Diagonale des Fous, c'est d'arriver à s'inscrire. Donc, il y a deux possibilités, soit on achète des packs, donc c'est des packs avec avion, hôtel et inscription à la course, ou soit c'est par tirage au sort. Et la vente des packs est avant le tirage au sort. Donc je me dis, je vais essayer d'abord d'acheter un pack. Et c'est à peu près comme un concert de U2 ou de Madonna. Donc on se met devant son ordinateur, on ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas quand ça va terminer. Je crois que je suis resté 6 heures connecté. Je travaillais sur le côté, je regardais la connexion. Et puis avec je crois beaucoup de chance, j'arrive à décrocher un pack. Et donc là, commence l'entraînement plus intensif. Et les courses qualificatives, puisqu'il y a 2 courses qualificatives à faire, plus une visite médicale assez poussée. Et je remplis toutes ces conditions. Et donc, moi je me dis, on va y aller. Moi, j'avais un objectif minimum, c'était d'arriver à Sillaos, qui est la mi-course à peu près à 80 km. Malheureusement, j'aurais pas été jusque-là, parce que j'ai été jusqu'au 53e, 54e podium. Voilà, c'était avant tout, moi, c'était une aventure humaine et personnelle. Alors fatalement, je suis un personnage public, donc je ne peux pas communiquer spécialement sur cette aventure, mais sur mes réseaux sociaux, j'ai diffusé des photos, etc. Donc il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'articles sur la chose. J'allais y venir. Voilà, vous le faites à titre privé, mais vous restez une personnalité publique. Est-ce que vous avez mal vécu le petit bad buzz lié à votre participation? Donc, on rappelle, c'est pas facile, vous l'avez expliqué, d'obtenir un dossard pour ce genre de course très prisée. Et certains ont parfois eu l'impression que vous preniez peut-être la place de sportifs mieux préparés ou qui auraient mérité davantage cette participation. Vous l'avez vécu comment, ça? Parce qu'effectivement, il y avait vraiment un débat autour de votre participation. Alors le débat, j'ai pas de souci. Maintenant, c'est une des premières fois, il y en a eu d'autres dans ma carrière politique, mais là, c'était une des premières fois où on pouvait parler même de haters à certains moments sur les réseaux sociaux. Moi, je le dis, je l'ai fait à titre privé avec un objectif de vie qui
qui est pas celui effectivement d'autres personnes. Moi, j'ai pas le sentiment d'avoir pris la place de qui que ce soit, puisque j'ai fait ce que n'importe qui aurait pu faire, c'est-à-dire se mettre dans cette fameuse file, et puis les 2 courses qualificatives. Je crois que c'est aussi une volonté des organisateurs de la Diagonale de Fou c'est beaucoup moins compliqué de se qualifier que par exemple l'UTMB. Et jamais ça me serait venu à l'idée d'aller... L'Ultra Trail du Mont Blanc. Jamais ça m'aurait eu l'idée d'essayer de... Parce que d'abord, les qualifications sont beaucoup plus compliquées d'abord, mais aussi même, là, c'est l'élite. Tandis que la Diagonale, je crois qu'il y a encore cet esprit d'aventure, de vie, de prendre l'avion 15 heures. Donc ça, j'ai encore le droit de choisir comment je passe mes vacances. Pour l'anecdote, j'ai fini dans mes 54 km avec un père de famille qui, lui, sa seule ambition, c'était d'être au départ avec son fils. Il n'avait pas l'ambition de finir, il savait qu'il finirait pas un peu comme moi, mais voilà, il disait je veux être avec mon fils au départ de cette course mythique. Donc on a plus cette aventure de vie, c'est comme l'amateur qui prend le départ du Dakar finalement et qui une fois sur 2 le finit pas. Il faut le voir comme ça. Et je dis je l'ai vu comme ça, et puis je peux le dire aussi, je mets au défi de faire 54 km et 2700 D+, à l'île de la Réunion. Alors c'est vrai que j'aurais pu être plus préparé sans doute, je l'ai fait avec mes moyens de temps et de timing à l'époque. J'ai pas de regrets par rapport à ça, et je le dis, je voulais manquer de respect à aucun coureur, je l'ai dit, je n'irai jamais sur des courses mythiques comme celle du Mont Blanc par exemple, mais je conseille à ceux qui ont envie de faire une aventure humaine avant tout, d'essayer d'aller là-bas, parce que c'est aussi beaucoup de rencontres comme celle que j'ai évoquée il y a quelques minutes. Donc je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je vais revenir au sport de balle et un autre sport dont on a beaucoup parlé en région verviétoise, c'est le basketball. Je sais qu'en 2016, il y avait un projet de fusion entre Pepasteur et Liège et que vous étiez monté au créneau pour dire que ça ne se ferait pas. Aujourd'hui, le club qu'on a un temps appelé Verviers-Pepasteur n'existe plus sous sa forme professionnelle. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais en 2024, la ville de Verviers et sa région auraient besoin d'une locomotive sportive ou pas forcément, ne serait-ce que pour la vitrine, ou bien voilà, c'est pas pour Verviers au vu des défis et des priorités qui existent. Mais je pense qu'il y a d'abord, mais je connais moins, donc je m'exprime vraiment, peut-être qu'on me corrigera, mais j'ai l'impression que le produit basket est en difficulté. Qui regarde encore aujourd'hui des matchs de DA, j'ai trop l'impression... médiatiquement, clairement, il y a une forte diminution. Il y a vraiment un produit alors que je pense que la fédération a essayé avec le rapprochement avec les Pays-Bas, etc. Ils ont essayé de faire beaucoup de choses, mais l'engouement autour de ce sport-là, et donc l'engouement c'est tout, s'il n'y a plus de supporters, il n'y a plus de sponsors, s'il n'y a plus de sponsors, il n'y a plus d'argent, s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'équipe. Donc je parlais du football professionnel. Je pense qu'un club de basket professionnel... Ou dans notre sport, mais... Je doute qu'on retrouve cela. D'abord, ça ne peut pas se décréter politiquement. On a peut-être fait l'erreur aussi de se reposer beaucoup sur le politique avec de l'argent public qui a été massivement investi, non pas dans les infrastructures, mais dans les équipes elles-mêmes, que ce soit au football ou au basket. Ça, pour moi, avec le recul, j'étais très heureux à l'époque et je soutenais le club, mais avec le recul, se dire de mettre de l'argent public pour payer les joueurs, ça je suis un peu plus circonspect maintenant. Je pense que d'investir dans les infrastructures, d'investir dans les écoles de jeunes pour avoir des jeunes qui montent en élite, ça fait partie des pouvoirs publics. Donc voilà, ça se décrétera pas au niveau politique. Je pense qu'en football, il faut essayer de se contenter de ce qu'on a, d'essayer de continuer à sortir des jeunes et à faire de l'éducation, comme j'en ai parlé aussi tout à l'heure. En basket, voilà, s'il y a peut-être la possibilité un jour de retrouver l'élite belge, tant mieux. On soutiendra, mais c'est pas le pouvoir politique qui pourrait être un soutien, mais ça peut pas être le moteur de la chose, parce qu'on a vu que de toute manière ça a pas marché. Arrêtez-moi si je me trompe, vous faites de la politique depuis 2006 oui. À Verviers. Vous n'avez jamais été échevin des sports. Non. Pourquoi? C'est les circonstances. Donc la première fois que je deviens échevin, c'est en 2011. Donc je monte en cours de mandat. Donc là, je récupère les compétences de celui qui a quitté le mandat. En 2012, la question ne se pose pas. Je pense de mémoire qu'il y a Claude Orban, qui avait aussi un passé sportif
important, c'est lui qui le devient. Même chose en 2018, la question c'est pas posée. Je pense qu'en 2018, j'étais toujours appliqué au CS Verviers, donc il y avait aussi une question de... Je pense que mélanger les deux ne serait pas normal non plus. Voilà, c'est une question d'opportunité. Maintenant, vous savez, dans un collège, une fois par semaine, on se voit en collège pour prendre les décisions. Donc, j'ai participé aux décisions au niveau sport, comme d'autres ont participé à des décisions sur mes dossiers, entre guillemets. Donc voilà, je préfère courir le jogging de Verviers que d'être dans la voiture à l'avant de la course. C'est pour ne pas être à côté de nous, ça. C'est vous dans la voiture. Ça l'était jusqu'à il y a peu. Voilà, donc vous venez de parler d'éventuellement, vous ne l'avez pas dit ainsi, mais d'un conflit d'intérêts potentiel entre une présence politique et une activité de dirigeant de club. Aujourd'hui, on retrouve quand même, dans tous les partis, je m'empresse de dire, des sportifs toujours en activité qui se présentent, qui sont parfois élus, parfois pas. Est-ce que ça pose problème, à nouveau peut-être, pour une question de conflit d'intérêts? Je pense à la question du sponsoring notamment, ou d'autres dossiers sur lesquels la visibilité du sportif peut servir à d'autres fins et parfois des fins politiques. Est-ce qu'on ne mélange pas un peu les genres? Alors, ce que j'ai dit, c'est échevin des sports d'une ville et dirigeant d'un club de cette ville. De cette ville-là, pour moi, c'est un peu compliqué. Après que des sportifs s'impliquent en politique, pourquoi est-ce que sportif ne pourrait pas s'appliquer en politique là où un avocat va s'impliquer en politique? Enfin, je veux dire, moi je suis très attaché au principe de la démocratie. La démocratie, c'est que tout le monde, s'il en fait le choix, peut se présenter face à l'électeur et c'est l'électeur qui doit choisir. Alors c'est sûr que quand on a une notoriété via le sport, via les médias, il y a beaucoup de journalistes aussi qui finissent sur des listes politiques. C'est vrai que voilà, ça fausse parfois un peu le jeu, puisque les scores électoraux qu'une personnalité venant d'un autre milieu très médiatisé va pouvoir faire, comparé par exemple à quelqu'un qui s'est investi pendant des années dans peut-être quelque chose de moins connu, dans les mouvements de jeunesse ou je ne sais quoi, et qui lui n'a pas eu ce rayonnement médiatique alors qu'il a fait beaucoup pour sa commune. Ça vient fausser les règles du jeu. Maintenant, moi je vois pas pourquoi un sportif pourrait pas se présenter. Alors c'est à double tranchant. Il y en a où ça a fait des apports assez intéressants. Mais nous on se souvient par exemple de Marc Wilmots qui s'est présenté au MR à une époque, notamment au niveau, je crois qu'il est devenu sénateur à l'époque. Il n'a pas fait long feu, il a vite compris. Plus récemment, Isaline Bonaventure. Oui, Isaline, mais j'ai eu l'occasion, j'étais pas sur la même liste qu'elle, puisqu'elle était sur la liste fédérale, moi j'étais sur la liste régionale, mais on s'est rencontrés plusieurs fois, j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle, et elle était très, très lucide sur son rôle. Elle dit, moi, si je peux apporter mon témoignage de difficulté de vie d'une sportive professionnelle dans un sport médiatisé, mais pour y vivre, même quand on est dans le top 100 mondial féminin, ça devient... c'est pas simple, donc je pense qu'elle était très lucide par rapport à ça, et d'avoir des gens comme ça sur des listes, dans des parlements, moi ça me choque pas. Alors après on parle effectivement de conflit d'intérêts. Pour moi le conflit d'intérêts, encore une fois, que ce soit pour un sportif ou parfois pour d'autres professions, il peut s'établir. Je crois qu'il faut, en tant que personne, il faut tout faire pour les éviter. Mais voilà, moi le sportif qui se présente à des élections, je trouve pas ça dénué de sens. Maxime Deget, merci beaucoup pour tout ce temps que vous venez de nous consacrer. Avec plaisir. On a parlé de beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, on va couper le micro et poursuivre l'interview. Et cette deuxième partie sera à retrouver exclusivement dans les colonnes de l'Avenir Verviers, sur notre site internet et dans le journal. Maxime Deget, merci encore. Merci à vous. On vous souhaite une bonne suite de saison avec SAR. Et surtout de relever brillamment les nombreux défis qui vous attendent à la tête de Verviers, ville qui en a besoin, on le sait. Merci.